moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'a rien vu d'équivalent depuis l'invention d'Internet dans les années 50, en termes d'impact et sur un rythme qui va beaucoup plus vite. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Interview croisée qui est toujours sur l'intelligence artificielle. Je reçois aujourd'hui pour débattre de ce sujet Martin. Martin et Cyril, vous travaillez tous les deux chez Polaria. Et Cyril, on va commencer par toi. Tu es co-auteur de ce livre sur l'intelligence artificielle générative. Est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'on assiste à une révolution aujourd'hui de l'intelligence artificielle générative ? Alors, on utilise souvent le terme de révolution. Ces dernières années, on en a beaucoup parlé avec le Web3, le métaverse, la blockchain, les crypto-monnaies, et un peu de manière galvaudée, parce qu'on a parlé beaucoup de révolution et on n'a pas vu grand-chose finalement se transformer. Là, on est sur quelque chose de totalement différent. Effectivement, l'IA générative, c'est vraiment une vague technologique et une révolution. Il a fallu uniquement 60 jours à ChatGPT pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, sur les 2 premières années d'utilisation, les IA génératives se diffusent plus rapidement que les smartphones ou encore les tablettes. Et donc, on est vraiment sur un rythme de transformation qui est profond, notamment parce que ces technologies vont toucher l'ensemble des secteurs avec un large panel en tout cas de cas d'usage. Donc oui, on est vraiment sur une révolution technologique. Encore une fois, personne n'a connu quelque chose de tel de son vivant. Ok, très bien. On a beaucoup parlé dans le premier épisode des limites sociétales, mais aussi des limites environnementales. Et Martin, toi, ta spécialité, c'est la géopolitique. Quels sont les enjeux géopolitiques de cette technologie, et notamment liés aux terres rares ? Alors, l'IA aujourd'hui pose vraiment question en termes géopolitiques. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas réparti de façon homogène. C'est-à-dire qu'il y a des pays, il y a des États, il y a des entreprises qui ont un vrai avantage sur la maîtrise de ces technologies, qui ont une avancée technique et des ressources humaines qui leur permettent de continuer à développer des produits, développer la technologie. Et donc, il n'y a pas d'homogénéité dans sa répartition. Donc, ce que ça peut produire dans le futur, et dans le futur assez proche, c'est des vraies crises de compétition, on va dire, entre États, qui vont chercher à s'accaparer les meilleurs talents, la technologie, implanter chez eux des serveurs, des data centers qui vont pouvoir justement permettre de favoriser la diffusion de la tech. Et se pose aussi la question, comme tu disais, des terres rares qui, elles également, ne sont pas réparties de façon homogène sur la planète et qui sont pourtant nécessaires à la construction et à l'exploitation de toutes les infrastructures en fait, au cœur de l'IA générative. Donc c'est un vrai sujet. L'autre point qu'on peut mentionner, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont de l'avance sur l'IA générative, ce sont des entreprises. Et on peut craindre ou espérer, je ne sais pas, l'émergence de nouveaux États-entreprises. Un État-entreprise, ça va être une entreprise qui a des pouvoirs et une puissance qui est comparable à celle d'un État, et qui est quelque chose qui n'est pas du jamais vu dans l'histoire humaine. On a eu le cas, c'était au XVIIe siècle, avec la Compagnie orientale des Indes, qui était une entreprise, mais qui avait des pouvoirs régaliens, qui avait sa propre monnaie, qui avait sa propre armée. Et c'est des choses aujourd'hui qu'on peut, peut-être sous une forme différente, anticiper. Merci beaucoup Martin, ça nous permet de prendre un petit peu de recul par rapport à cet effet waouh derrière cette technologie. On en a un petit peu parlé et Cyril, tu vas nous en parler plus en détail. Quel va être l'impact de cette technologie dans les organisations ? Alors effectivement, l'effet waouh, là c'est un vrai sujet parce que on l'a vu dans le premier épisode et on le voit ici avec Martin, il y a des vrais enjeux derrière ces technologies-là. Et aujourd'hui, tout ça, c'est un peu caché sous l'effet wow, justement, qu'impliquent ou qu'imposent ces technologies-là. Nous, on le voit bien quand aujourd'hui on donne des conférences, des formations. Je pense qu'il faut absolument qu'on acculture un maximum de personnes, qu'on fasse de l'IA une nouvelle électricité qui soit entre les mains du plus grand nombre pour éviter justement, pour les questions qu'on vient d'évoquer, qu'elle se concentre entre les mains de quelques-uns. Et une fois qu'on aura passé ce stade-là, et on est en cours, et on est en train en tout cas de le faire, alors va se poser effectivement le sujet de la transformation des organisations. Il va vraiment falloir qu'on pense ces IA sous l'angle de l'outil. L'objectif, c'est vraiment d'en faire des outils au service des missions des organisations, entreprises, organisations publiques, pour vraiment ne pas tomber dans une injonction à l'IA, mais dans quelque chose qui doit être pensé de manière utile. Très bien, très clair. On voit du coup ici que cette révolution, elle est certes technologique, mais elle va avoir un impact sur l'humain, sur sa productivité, sur son environnement de travail qui va être importante. Martin, quelle est un peu ton approche par rapport à ce sujet-là ? Je vais rebondir sur ce que tu disais. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je considère que l'IA, c'est devenu un sujet qui est beaucoup plus humain que technologique. C'est-à-dire que la technologie existe, elle fonctionne, elle continue à s'améliorer, à se développer. Mais la problématique qu'on a, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les humains se saisissent du sujet, se saisissent de ces technologies et les appliquent, les utilisent dans leur quotidien. Donc il y a un vrai travail
qui serait presque un travail de conduite du changement à mettre en place dans les organisations pour faire en sorte que ces technologies deviennent un prolongement de l'humain et surtout qu'elles soient utilisées de façon optimisée, optimale. L'autre sujet que ça pose, qui est un sujet un peu plus global, c'est un sujet sociétal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'emplois qui vont être automatisés à plus ou moins court terme par ces technologies et qui vont donc laisser un peu sur le côté des gens qui occupaient auparavant ces emplois. Donc le risque, c'est qu'on ait une augmentation assez importante du chômage, du taux de chômage, et qu'on ait des emplois qui disparaissent. Donc qu'est-ce qu'on fait en tant que société pour faire face à ça ? On est dans un monde où il y a une croissance qui se ralentit, on a des enjeux de transition énergétique qui sont à l'œuvre. Comment on fait pour faire en sorte que l'usage de ces technologies puisse se combiner avec un respect, on va dire, des droits humains, quelque part ? Comment est-ce qu'on fait pour que l'humain garde sa place dans la société ? Et qu'est-ce qu'on fait pour les personnes dont les boulots vont disparaître, quelque part ? C'est vraiment la question de comment, quand on déqualifie des personnes, on les requalifie. Il y a beaucoup de cas d'usage dans ce bouquin. Cyril, tu peux peut-être nous en parler en termes d'ouverture. Comment est-ce que vous avez traité le sujet dans le livre ? Alors nous, on a essayé justement, avec notamment Fanny Paris, de se poser la question de savoir justement quelles étaient les possibilités. Alors ce qui a été un peu effarant, c'est qu'à force d'avancer dans l'exploration des cas d'usage potentiels, plus on avançait et plus il y en avait. Ce qui dit vraiment quelque chose de la révolution technologique qui est en cours. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est une cartographie des modalités de déploiement de ces IA. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on a cartographié 5 grands espaces de déploiement. Le premier, c'est l'utilisation des applications telles qu'elles existent, ChatGPT, Poe.com, Runway, voilà, des applications qui sont accessibles en ligne par des abonnements. Le deuxième, c'est l'automatisation à travers soit des systèmes d'API ou par ce qu'on appelle du no-code, qui va permettre de venir automatiser des chaînes entières de production dans les entreprises ou les organisations publiques. Puis après, on rentre dans un troisième espace qui est ce qu'on appelle en tout cas la génération augmentée par la recherche. Ça, c'est vraiment la vraie révolution qui va se déployer en 2024. C'est comprendre que chaque organisation va pouvoir s'équiper d'une IA qui sera adossée à sa base de connaissances internes. Et donc ma capacité demain de pouvoir générer n'importe quel type de document à partir uniquement des connaissances qui sont les miennes. Et ensuite, il y a 2 autres espaces qui sont ce qu'on appelle le fine-tuning de modèle, venir préciser un modèle pour le rendre spécialisé sur un sujet. Et enfin, le dernier élément, ça sera développer pour certaines organisations leur propre modèle de fondation. Ce sont des cas beaucoup plus rares, parce qu'en réalité, par de ce que je viens de dire, eh bien, les modèles généralistes s'avèrent particulièrement performants et aujourd'hui vont se diffuser de manière assez large. Je crois que pour rebondir ce que disait Martin, on doit rentrer maintenant dans un moment où on doit découpler le rythme de transformation pour faire en sorte qu'on soit sur un rythme humain et considérer qu'on ne peut pas suivre la technologie, qu'il y a la transformation au rythme humain et que la technologie va, elle, évoluer à son rythme. Découpler les deux, ça va nous demander de repenser nos organisations, également la société de manière beaucoup plus large. Cyril, merci beaucoup pour ton point de vue. Martin aussi, très intéressant d'échanger avec vous sur ce sujet. On va se retrouver pour un dernier épisode. On se posera la question de l'impact de l'intelligence artificielle sur nos métiers du design chez Pixelis. Et pour cela, on aura Fanny et Bruno qui nous parleront de ce sujet. Merci.